Bienvenue au podcast Learn Quebec French. 20 mots qui représentent le Québec. Aujourd'hui, on va parler de mots et de concepts qui, pour moi, disent quelque chose sur le Québec et vous aideront à comprendre un peu la culture particulière du Québec. J'ai déjà fait ce balado avant, en version audio seulement, et donc pour la version YouTube, ça va être un peu différent. J'ai changé certains des mots dont je vais parler, certains des concepts, et donc je pense que vous allez trouver quelque chose de nouveau, même si vous avez déjà écouté le balado avant. Premier mot, québécois. Comment est-ce qu'on appelle les Canadiens, Français, Québécois, francophones qui habitent au Québec ou dans le reste du Canada? Ça peut paraître une question stupide, mais en fait, ce mot-là a changé avec le temps. Donc, si on remonte à il y a des centaines d'années, les Canadiens français s'appelaient seulement les Canadiens. Avant que le Canada n'existe dans sa forme actuelle, les Canadiens francophones, autrement dit, les personnes d'origine française qui habitaient dans le territoire aujourd'hui considéré comme le Québec, étaient des Canadiens. Donc, on disait des Canadiens. Donc, c'est le mot qui était utilisé, même si vous lisez un roman comme Maria Chapdelaine, écrit il y a un peu plus de 100 ans, il parle de cette question. Il disait que les Canadiens, Français, Québécois, parlaient d'eux comme étant des Canadiens, tout simplement. Et pour eux, ça voulait dire Canadiens francophones. Et quand on parlait de l'autre, on disait les Anglais. Ensuite, il y a eu le terme habitant. Un habitant, c'est pas une personne qui habite au Québec, mais c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un paysan en France. On n'utilise pas vraiment le terme paysan au Québec. À l'époque, on parlait d'habitants, c'est-à-dire les colons français qui, après, sont devenus Canadiens, qui ont eu des terres et qui les ont cultivées, qui les ont défrichées, c'était les habitants. Après un certain temps, on a commencé à utiliser le terme canadien-français pour mieux affirmer la différence canadienne-française, francophone du Québec. Et c'est seulement dans les années 60 environ, avec la Révolution tranquille, que le terme québécois est apparu. Donc avant, les Québécois, finalement, ne parlaient pas d'eux comme étant des Québécois, mais plutôt comme des Canadiens ou plus tard des Canadiens français. Donc le terme québécois est apparu. Et ensuite, c'est le terme qu'on a utilisé pendant longtemps pour décrire les Canadiens francophones habitant sur le territoire du Québec, dans la province du Québec. Mais avec le temps, c'est devenu un peu compliqué parce que Québécois est en train de vouloir dire finalement n'importe qui habite au Québec. Donc, si je suis anglophone et même si je suis né dans une autre province comme en Ontario, je pourrais dire que je suis Québécois parce que j'habite au Québec. Et donc, maintenant, on entend le terme Québécois francophone pour parler des Canadiens francophones, Québécois d'origine française, etc. Donc, finalement, le peuple québécois. Deuxième terme pour décrire le Québec, la revanche des berceaux. Un berceau, c'est un petit lit pour bercer les nouveau-nés. Et pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire la revanche des berceaux? Je vais commencer par une autre question. Parfois, on se demande pourquoi le français a survécu en Amérique du Nord et au Québec particulièrement. La réponse, c'est dû à la natalité très importante des Canadiens français il y a une certaine époque. Les Canadiens français étaient très féconds et c'était l'influence de l'Église. On leur disait « faites des enfants » et avait en fait une volonté consciente de la part de l'Église d'avoir de grandes familles canadiennes françaises pour peupler le territoire du Québec. Donc on pourrait dire que c'était une sorte de stratégie de survie culturelle et démographique face à la domination britannique, et ça a fonctionné. On a eu des familles de 10, 12, 15 et même jusqu'à 20 enfants qui ont survécu. Et même si je remonte jusqu'à mes grands-parents, par exemple, ça fait pas très longtemps, on parle de familles de 10, 12, 15 personnes en moyenne. Ensuite, la génération de mes parents, les baby boomers, c'était des familles de 3, 4, 5, 6, 7, 8 enfants. Et c'est seulement avec ma génération que la natalité est tombée au plus bas, c'est-à-dire parmi les plus basses des pays développés. Finalement, dans la survie d'un peuple, la natalité est importante et on peut parler de plein de stratégies, mais ça a été finalement celle qui a été la plus efficace pour assurer la survie du français
dans la province du Québec. Donc, on a parlé des termes canadiens, français, tout ça, et finalement, on a l'équipe de hockey, le Canadien, ou les Canadiens, qui est mon troisième terme pour décrire le Québec. C'est l'équipe de hockey de Montréal. Est-ce qu'on dit le Canadien ou les Canadiens? Eh bien, les deux sont possibles. Généralement, on dit les Canadiens, mais parfois, les journalistes, quand ils se réfèrent à l'équipe d'une façon administrative, ils diront le Canadien. On dit aussi le CH pour se référer à cette équipe à cause du logo. Et comme je le disais, il y a aussi d'autres noms possibles, dont les Habs en anglais, venant du mot habitant. Je dois dire que je ne suis pas un très grand fan de hockey. Mais c'est vrai que cette équipe est légendaire et occupe une place importante dans l'imaginaire québécois en raison de son passé. Les Canadiens, avant 1996, avaient remporté 24 Coupes Stanley, la récompense la plus convoitée du monde du hockey. Mais depuis, d'aucuns diront que les jours de gloire du Canadien sont chose du passé. Pourquoi? Je ne suis pas un expert, mais je dirais que c'est la commercialisation du sport. Les meilleures équipes sont celles qui ont le plus d'argent parce qu'elles achètent les meilleurs joueurs. Aujourd'hui, la plupart des meilleurs joueurs québécois et canadiens jouent pour des équipes américaines. Malgré cela, quand les séries arrivent, les séries éliminatoires, on dit seulement les séries, c'est-à-dire vers la fin de la saison, quand tout se joue le tout pour le tout, et que les Canadiens ont la moindre chance de gagner, la ferveur du hockey se répand comme un virus. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, je dois dire. Et même pour les gens comme moi qui sont peu intéressés par la chose, ça peut finir par me contaminer comme un virus. Prochain terme pour décrire le Québec, la Saint-Jean ou la fête nationale. Encore une fois, un petit changement de nom qui reflète la réalité politique du Québec. On a toujours appelé le 24 juin la Saint-Jean ou le nom complet, c'est la Saint-Jean-Baptiste. C'est un jour férié et c'est une fête au départ religieuse, mais étant donné que le gouvernement québécois met de l'avant la laïcité, c'est-à-dire la séparation de l'État et de la religion, on a renommé la Saint-Jean la fête nationale. Moi, j'ai des souvenirs assez fantastiques de la Saint-Jean de mon enfance et de mon adolescence. On allait à un grand parc à Repentigny, il y avait des artistes québécois qui se donnaient en spectacle. Et il y avait une foule monstre et c'était la fête. Quand j'étais jeune, j'y allais avec mes parents. Ensuite, à l'adolescence, j'allais plutôt avec des amis. On est allé à Montréal aussi et c'était souvent une excuse pour boire et rencontrer des filles. Il y avait vraiment une ambiance de fête et de fierté pour le Québec, sans aucune des anxiétés modernes qui nous accablent aujourd'hui. Donc, je dirais que la Saint-Jean, ça a un peu changé. C'est devenu beaucoup plus plate, beaucoup plus commercial. Plate, ça veut dire ennuyeux dans le slang du français québécois. Prochain terme, l'épluchette de blé d'Inde. Le blé d'Inde, c'est le mot donné au maïs par les explorateurs européens qui sont arrivés ici parce qu'ils se croyaient en Inde. Et c'est assez comique que dans le français canadien, on a gardé ce terme pour parler du maïs. On va utiliser les deux termes, mais le plus souvent, on va dire du blé d'Inde. Une épluchette de blé d'Inde, c'est un gros party de cour dans la cour. Et avec des grandes tables, généralement, et tout le monde participe à éplucher le blé d'Inde. Ensuite, il faut des gros chaudrons pour faire bouillir les épis de maïs. On les sert normalement avec du beurre et du sel, et c'est tout. Le plus important dans une épluchette du blé d'Inde, c'est d'avoir plein d'invités et de faire le party. La poutine. Les Québécois sont très sensibles par rapport à la poutine, dans le sens que on ne veut pas qu'on touche à notre poutine. On ne veut pas que le reste du Canada s'approprie de la poutine comme un symbole canadien. Par exemple, il y a eu un compte Instagram l'année passée qui avait lancé une pétition pour faire de la poutine le plat officiel du Canada. Et ça a causé une petite controverse parce que pour les Québécois, pour plusieurs Québécois, il s'agissait encore d'une tentative du Canada anglais de s'approprier des symboles québécois, comme par exemple l'hymne national du Canada et tant d'autres symboles qui viennent plutôt du Québec au départ, qui maintenant sont considérés comme des symboles canadiens. Mais tout le monde sait que la poutine est une invention québécoise et que la meilleure poutine ne se trouve pas à Vancouver, mais bien quelque part au Québec, jusqu'à preuve du contraire. La cabane à sucre.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que maintenant, c'est plus les touristes et les nouveaux arrivants qui vont à la cabane à sucre et les familles aussi. Mais c'est un peu moins un incontournable de la saison du printemps pour la plupart des Québécois. En tout cas, moi, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Ça fait au moins 10 ans que je n'y suis pas allé. Mais c'est quand même un symbole de la culture québécoise. Le temps des sucres, c'est quelque part en mars, c'est quand la sève monte dans les arbres, les érables, et qu'ils commencent à produire ce divin nectar qui nous sert à produire le sirop d'érable. Les érablières, c'est-à-dire les érablières, c'est-à-dire où l'on fait pousser des érables, louent une cabane. Ils offrent en location une cabane, c'est-à-dire une grande salle, idéalement en bois rond, mais maintenant ça peut être plus moderne, pour des réceptions festives et printanières qui se passent normalement le jour. Et ça, c'est la cabane à sucre. Donc, c'est familial. Dans la tradition, il y a de la musique, des grandes tables, on mange des fèves au lard, du jambon et d'autres plats traditionnels et le tout est recouvert de sirop d'érable. Pour plusieurs, c'est représentatif de la culture du Québec, de la cuisine du Québec. Je sais pas, je pense que c'est plutôt pour moi l'érable qui est représentatif du Québec et plutôt que la cabane à sucre telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc moi, oui, je consomme beaucoup de sirop d'érable. Le sirop d'érable remplace le sucre dans la plupart des recettes qui utilisent du sucre, mais je n'aime pas la bouffe de la cabane à sucre. C'est souvent mauvais et recouvrir des plats salés de sirop d'érable, c'est pas quelque chose qu'on fait normalement. En tout cas, la plupart des Québécois ne le font pas. Mais une chose que j'aime bien, c'est la dégustation de la tire sur la neige quand on verse ce sirop qu'on a laissé cuire un peu plus longtemps qui devient une substance visqueuse qu'on appelle la tire, qui a un peu la même texture que la mélasse. Et on laisse figer cela sur de la neige. Maintenant, on en voit par exemple dans le centre-ville de Montréal où on a de la neige en hiver et on sert pour les touristes surtout de la tire d'érable. Mais c'est pas la même chose que quand ça vient d'être fait dans une érablière. Donc pour les cabanes à sucre, je vous dirais de faire attention, c'est-à-dire de choisir peut-être des petits endroits qui sont pas trop commerciaux pour avoir une meilleure expérience plus traditionnelle. Prochain mot pour décrire le Québec, le chalet. Le rêve de la plupart des Québécois et même probablement des Canadiens, c'est d'avoir une résidence secondaire qui serait un chalet sur le bord de l'eau. À l'époque de mes grands-parents, les chalets étaient des véritables shacks, comme on dit en anglais, où on pouvait habiter l'été et l'automne, mais pas l'hiver. Aujourd'hui, la plupart des chalets sont des maisons pratiquement avec toutes les commodités qu'on trouve normalement dans une maison. J'ai passé la plupart des étés de mon enfance au chalet. Mes parents louaient un chalet pour presque rien en Mauricie. Ils auraient pu l'acheter pour 15 000 $, mais ils ne l'ont pas fait. Quelle erreur! Maintenant, je loue le chalet d'un ami 2 semaines par été, ça me convient. Durant la pandémie, il y a eu une demande énorme pour les chalets. Ça a fait augmenter aussi les prix énormément. Il semblerait que ça soit retombé un peu plus à la normale, mais il reste que d'avoir son chalet, c'est quand même un rêve pour la plupart des gens et un rêve qui est inaccessible. Prochain symbole, Céline Dion. Céline Dion est un symbole québécois parce qu'elle représente la réussite absolue. Une figure québécoise qui est connue dans presque tous les pays dans le monde et qui vient d'une petite ville au Québec qui s'appelle Charlemagne. J'ai grandi juste à côté de Charlemagne, à Repentigny. Il y a maintenant là-bas un boulevard Céline Dion en son honneur. Prochain mot, la Révolution tranquille. La période la plus importante dans l'histoire récente du Québec, c'est la Révolution tranquille qui a eu lieu dans les années 60 et dont l'influence se fait encore sentir aujourd'hui. J'aime bien résumer la Révolution tranquille en une phrase. C'est le Québec qui entre dans la modernité. Un Québec qui était vraiment enlisé dans le passé, qui entre maintenant dans la modernité. À l'époque, le gouvernement du Québec entame une série de réformes pour rompre avec la société d'avant qui était dominée par l'Église et on a créé des institutions dont les Québécois sont encore très fiers aujourd'hui. Par exemple, la création d'Hydro-Québec et pour ce faire, il a fallu nationaliser des compagnies d'électricité qui étaient étrangères. Et la construction des barrages de la baie de James qui font
que les Québécois ont le meilleur accès à l'énergie de tout le continent américain. La création du ministère de l'Éducation, des cégeps et des universités du Québec, l'accès gratuit aux soins de santé, la création de la Caisse de dépôt et de placement du Québec et le début des politiques linguistiques. Donc, c'est important de comprendre cette période, les changements qu'il y a eu. C'est sûr que ces changements se sont accélérés avec le temps. On vit dans une période d'énormes changements et la société québécoise est très peu reconnaissable par rapport à ce qu'elle était avant. Mais tout ça part de la Révolution tranquille. La SAQ, la Société des alcools du Québec. Est-ce qu'on dit la SAQ ou la SAQ? La réalité, c'est qu'on dit les deux. On dit la SAQ ou la SAQ, la Société des alcools du Québec. On entend encore parfois des personnes âgées parler de la Commission des liqueurs, qui était l'ancien nom. Aujourd'hui, c'est la SAQ ou la SAQ, Société des alcools du Québec, une des sociétés d'État du Québec. C'est sûr qu'on chiale beaucoup sur la SAQ, mais n'empêche que nous avons la meilleure sélection de vins au monde à des prix compétitifs. Et tous les profits reviennent à l'État québécois. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer les prix du vin au Québec et en France. Il y a beaucoup de taxes et tout ça. Mais si vous allez ailleurs au Canada, vous allez voir que la sélection et les prix sont pires. Prochain mot, l'hiver. On ne peut pas vraiment parler du Québec sans parler de l'hiver. Et je ne vais pas être très original ici en répétant la célèbre chanson de Gilles Vigneault de 1965. En fait, juste une partie de la chanson où l'on entend « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. » Cette phrase frappe l'imaginaire car pour les Québécois, l'hiver est au centre de leur identité. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on doit composer avec l'hiver. On peut embrasser l'hiver et se l'approprier en sortant dehors, en faisant des activités d'hiver, ou on peut maudire l'hiver et le fuir même. Comme les fameux snowbirds, ces personnes surtout à la retraite qui passent l'hiver au Mexique, en Floride et ailleurs où il fait chaud. Pendant longtemps, j'étais de ceux qui fuyaient l'hiver. Je détestais tellement la saison froide, avec une passion même. Et mon rêve était de ne plus jamais voir la neige. Chaque année, je passais au moins 2 mois dans le sud et j'ai réussi plusieurs fois à disparaître pour tout l'hiver en allant vivre au Costa Rica. Mais quand je suis revenu habiter au Québec en 2012, après des années à l'étranger, une transformation s'est opérée en moi et petit à petit, je suis redevenu amoureux de ma culture et avec le temps, j'ai fini par aimer l'hiver. Aujourd'hui, je dirais même que la période qui s'étend de décembre à février est celle que je préfère. C'est le cœur de l'hiver avec la neige et le froid, mais aussi les journées où le soleil brille et se reflète sur le manteau blanc de la ville. Je trouve que cette saison a une beauté franche, un apaisement, une tranquillité pour l'esprit. Mais maintenant, malheureusement, avec les changements climatiques, l'hiver n'est plus ce qu'il était. Même, on peut comparer juste il y a à peine 10 ans, l'hiver était beaucoup plus l'hiver tel qu'on le connaissait avant et je me demande vraiment ce qui va rester de l'hiver dans le futur, comme ce qui va rester du Québec. Le fleur de lysée, un mot à savoir, fleur de lysée en un mot. C'est le drapeau du Québec qui est facile à reconnaître avec son bleu royal, sa croix blanche et ses 4 fleurs de lys. On l'appelle donc le fleur de lysée. Prochain mot, je me souviens. Chaque province a une devise que l'on peut voir sur les plaques d'immatriculation des véhicules. Voici quelques devises de provinces canadiennes. Alberta, Wild Rose Country. Colombie-Britannique, Full British Columbia. Île-du-Prince-Édouard, Birthplace of Confederation. Manitoba, Friendly Manitoba. Nouvelle-Écosse, Canada's Ocean Playground. Saskatchewan, Land of Living Skies. Yours to Ontario, Yours to Discover. Je trouve que en lisant ces devises, la plupart ressemblent à des slogans publicitaires écrits par un bureau de tourisme quelconque. La devise du Québec est beaucoup plus lourde, c'est « Je me souviens » qui souligne l'importance que nous devons accorder à l'histoire. Prochain mot, les terrasses et les festivals. L'été, c'est la période des festivals au Québec, surtout à Montréal.
et à Québec. Bien que l'hiver soit fondamental dans la perception de la vie au Québec, l'été l'est tout autant. L'été, c'est la récompense de la longue attente de l'hiver. Et les Québécois en profitent à fond. C'est pourquoi on ressent une effervescence incroyable à l'approche de l'été. On commence à célébrer le retour de l'été avec les terrasses. Les bars et les restaurants qui offrent un espace pour manger et boire à l'extérieur connaissent un achalandage tellement important que maintenant on invente des terrasses partout. Les restaurateurs peuvent louer des espaces dans la rue ou dans la ruelle pour se bâtir une petite terrasse temporaire juste pour l'été. Ça montre à quel point les Québécois aiment leurs terrasses. Ensuite, le gros symbole de l'été, ce sont les festivals. On estime qu'il y a plus de 1000 festivals au Québec chaque année. C'est plus que pour l'ensemble du reste du Canada. Prochain mot, les clochers. Ma tante Lise était la personne qui connaissait le mieux Montréal que j'ai jamais connu. Elle était au courant de chaque événement, chaque nouveauté, chaque particularité de la ville. Elle habitait au 14e étage d'un immeuble devant la montagne avec une superbe vue de Montréal. Une bonne journée, elle m'avait initié à un jeu, essayer de compter les clochers que l'on pouvait voir de son balcon. Chaque fois que j'essayais, j'arrivais à un compte différent. C'est pour dire, il y a un nombre incalculable d'églises au Québec. Ce sont des vestiges de notre passé religieux, mais aussi un patrimoine. Alors, la prochaine fois que vous êtes quelque part au Québec avec vue sur ville, essayez de compter le nombre de clochers que vous voyez. Prochain mot, la langue. Un de mes élèves qui se définissait comme un Américain québécophile m'avait dit une fois qu'il trouvait ça très intéressant qu'on parle de langue au Québec. Que ce soit un sujet de conversation et de débat, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Quand on parle du Québec, de sa survie en tant que nation distincte, tout tourne autour de la langue. La langue, c'est la culture. La survie de la culture passe par la langue. Pour parler de cette réalité, on parle du fait français, c'est-à-dire la présence de la langue française sur le continent nord-américain et sa menace de disparition par phénomène de dilution linguistique. Il y a beaucoup à dire là-dessus, on y reviendra. Avant-dernier mot, le Cirque du Soleil. Comme Céline Dion, le Cirque du Soleil est un symbole de réussite québécoise. Bien que le siège social soit établi à Montréal, l'entreprise connaît un rayonnement international. L'un des fondateurs, Guy Laliberté, est aussi connu pour sa vie de millionnaire extravagant. Dernier mot pour décrire le Québec, la nature. Le Québec est maintenant une société moderne, mais pour les Québécois, la nature est très importante. Et pour ceux qui viennent s'installer au Canada, au Québec, la nature est aussi une des principales raisons qui font que l'on choisit ce pays. On n'oublie jamais que l'on habite dans un vaste pays avec un territoire sauvage que l'on cherche à préserver. Les activités de plein air sont très populaires et la plupart des gens trouvent une façon de profiter de cette vaste nature qui caractérise notre province tout en essayant de la protéger. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Sûrement, j'ai seulement choisi quelques mots qui donnent une vision d'ensemble du Québec. Pour avoir plus d'informations, allez sur mon site www.frenchwithfrederick.com. Il y a au-dessus de 300 personnes qui font partie de mon abonnement payant et à mon avis, c'est une des meilleures ressources disponibles sur Internet pour apprendre le français québécois avec des cours presque à chaque semaine et des enregistrements pour les cours si vous les manquez, avec en plus plein de ressources pour apprendre le français québécois. Merci et à bientôt.